mogodorisa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Nasira madile Ikera mogodorisa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Nasira dogomani fa Ikera mogodorisa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Nasira madile Ikera mogodorisa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Mana masire fa Ikera mogodorisa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Nasira madile Ikera mogodorisa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Melissa keta fanke Ikera mogodorisa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Nasira madile Ikera mogodorisa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Mwana kiketa kale Ikera mogodorisa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Nasira madile Ikera mogodorisa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Sikufa Sekudoromani fa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Nasira madile Ikera mogodorisa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Nasira madile Ikera mogobadi sa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Nasira madile Ikera mogodorisa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Mamadi kembe fola Sabarabam barabam barabaram Kunya kumali bale para ninge Nansira kemba meki sera ko se to di podondoro Alani alani Tumani keta Nene soma karabali soma Mane soma kurani mane soma raba Alani Alani berandu mambanda dua uminari mani Amari keta yo Nasira madile Ikera mogodorisa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Nasira madile Ikera mogodorisa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Atere fola nyana lolo Kukeme fola tena kefendi Mamadi ketale Iboro beke uyadi Fululu Nasira madile Ikera mogodorisa Nasira madile Ikera mogobadi balandu Tere fola nyana lolo Kukeme fola tena kefendi Mamadi ketale Iboro beke uyadi Nasira madile Balandu mabaladu wa uyife Nasira madile Ikera mogobadi balandu Mamadi kembe fola
c'est Véronique Linclos, professeure de danse, ancienne élève de Mama Adama Kamara, de Aminata Touré. J'ai pu rencontrer Mamadi dès 1995 quand il était déjà en Belgique. Et donc j'ai pu suivre de nombreux stages de percussion, de danse qui l'accompagnaient. Et il a donc transmis au travers de longs moments de partage toute cette culture guinéenne et surtout du pays mandingue, donc un peu plus large même que ça. Il était au-delà de cette transmission de la culture aussi un grand rassembleur des humains de toutes les cultures. Ce qui lui tenait le plus à cœur, c'était cette recherche de la paix, de la joie, du partage. Donc c'est ce qu'on retient de lui. C'était un très grand homme à tous les niveaux. Donc Yo, c'est la famille Sembani Diabaté. Donc j'ai fait cette vidéo pour soutenir l'hommage à Mamadi Keita, le maestro de Djembe. Bonjour, je m'appelle Manuel Wanji, alias Wambo. Je suis artiste franco-camerounais, percussionniste, batteur, producteur et chanteur, bien sûr. C'est le grand hommage qui va être fait à Mamadi Keita, qui est vraiment un homme incroyable, un pédagogue, un musicien qui a su vraiment faire, faire divulguer, vulgariser ce magnifique instrument qu'est le djembé. Bonjour tout le monde, bonjour. Donc voilà, chez nous en Afrique de l'Ouest, quand un prince Keita meurt, c'est un devoir des griots de lui rendre hommage. J'ai le devoir de rendre hommage à cette légende de la musique et de la culture de l'Afrique de l'Ouest, Mamadi Keita. Bonjour, je suis Georges Momboy. Mamadi Keita, c'est un hommage à Mamadi Keita, l'excellent percussionniste Djembe Fola, que l'Afrique ait connu, le meilleur de sa génération. Il est parti, il nous a laissé un héritage, et c'est à nous de continuer. Pour que vive le djembé, pour que vive le nom de notre cher frère, cher maître, Mamadi Keita, qui a fait connaître le djembé à travers le monde, avec sa pédagogie, sa technicité, sa générosité. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui sur plusieurs stages. Que son âme repose en paix et que la musique continue de porter haut les couleurs de l'Afrique, ainsi que le nom de notre regretté Mamadi Keita. Peace and love. George Momboy.
Bonsoir à tous, je m'appelle Muriel Kouliaté et je suis percussionniste. Mamadi Keïta était mon maître en percussion, en djembé et en dounoum depuis 30 ans. Donc c'était mon maître, c'était plus qu'un professeur. Il m'a transmis plein de choses et surtout un certain esprit. Grâce à la percussion, grâce à son enseignement aussi en tant que professeur, il m'a beaucoup apporté, même une certaine éducation musicale. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Moi c'est Cherif Soumano, joueur de Kora. Bonjour, je m'appelle Lamine Sissoko, joueur de kora sénégalais de la Casamance, mais je suis basé en Suède. Assalamu alaikum, je suis le docteur Toumani Diabaté du Mali. Pour rendre hommage au lion du Mandé, au prince du Mandé, l'incomparable Mamadi Keïta, qui nous a quittés, paix à son âme. Vous êtes tous conviés pour rendre un hommage vibrant à ce grand terroriste culturel, Mamadi Keïta. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre podcast L'Art Afrique. Waouh, vous avez vu les témoignages déjà qui ont introduit le sujet d'aujourd'hui, qui est l'hommage à Mamadi Keïta. La dernière fois, on a rendu hommage à Mori Kanté. Aujourd'hui, une autre icône de la musique guinéenne et de la culture guinéenne surtout aussi, quelqu'un qui a transporté le djembé, mais aussi la culture guinéenne à l'international d'une manière exemplaire. Franchement, c'est ce qu'il faut se dire. Aujourd'hui, on a beaucoup d'éléments qui vont vous intéresser dans le sens où il y a des témoignages, il y a des histoires, mais avant tout, je vais vous introduire encore Fally Kouliaté qui est avec moi. Il est là. Il est là. Donc si vous voyez qu'on est sur un plan un peu bizarre aujourd'hui, on est sur un bateau. Je vais vous montrer. On est dans un bateau. Voilà. Et on profite du voyage pour vous concocter ce podcast vraiment important. Et on quitte l'Angleterre pour venir parce qu'on avait une petite tournée de Love Big Tour. Ça s'est très très bien passé. Et au retour, parce qu'il faut qu'on pense à Mamadi Keïta qui a été un très grand, comme tu viens de dire, un très grand pour la culture africaine au monde. Et c'est le seul qui a pu avoir une grande place, une grande école africaine, de la musique africaine au Japon par exemple. Très connu, mieux connu d'ailleurs au Japon que vers la fin, que la Guinée. Et Mamadi ne peut pas passer comme ça. Ça fait 4 ans déjà qu'il est parti, c'est beaucoup. Il faut qu'on le rende continuellement hommage. C'est pour ça que le podcast de cette fois-ci est consacré complètement sur lui et on est fiers, on en est fiers. Et vous allez voir des choses que beaucoup n'ont pas écouté ça encore.
le départ, le point de départ de Mamadi en Belgique, parce que c'est la Belgique qui a été son premier nid international quand il était là. Et avant quand il avait quitté plutôt le ballet, ballet Joliba, côté bas, et quand il est venu directement, il est venu en Belgique. Et ses premiers pas, nous allons vous montrer avec ses amis, et dont un a été un de ces gens qui l'ont invité, a été son manager, Poney. On va voir Poney dans ses premiers pas, et puis voilà. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Gong, votre flash quotidien de culture musicale. Ce soir, nous nous tournerons vers l'Afrique noire et ce via Bruxelles avec Poney Gross, qui est le responsable du premier centre européen du rythme. Poney Gross, bonsoir. Je rappelle que vous êtes un percussionniste belge bien connu et qu'on a déjà pu vous voir dans les groupes tels que Zar, Kivitz ou encore Aphrodisiaque. Alors, ma première question, à quoi ressemble un centre européen du rythme? Donc Répercussion, c'est le nom du centre. C'est un centre de formation technique de danse et de percussion. Il est principalement axé actuellement sur les techniques africaines et afro-cubaines. Le centre se veut européen parce que nous essayons de tisser un réseau européen avec des personnes qui ont les mêmes intérêts que nous dans différents pays limitrophes à la Belgique, à savoir la Hollande, l'Allemagne, la France, l'Angleterre et le Danemark. Pourquoi créer un centre du rythme? Pourquoi? Parce que, en fait, donc le centre existe depuis 3 ans. Et auparavant, rien n'était vraiment organisé d'une manière professionnelle pour la formation à la percussion. Et la demande était assez forte. Alors, partant de cette idée-là, on a créé le centre Répercussion. Je crois que vous organisez également des stages, des voyages en Guinée, à Cuba. Oui, parce que pour nous, c'est aussi important d'apprendre et de voir la percussion dans les pays d'où elle provient. Donc Cuba pour la percussion afro-cubaine et la Guinée pour tout ce qui est la percussion mandingue, Afrique de l'Ouest. Je crois qu'on pourrait peut-être parler un petit peu plus précisément de la Guinée. Pourquoi ce pays? Bon, on a rencontré il y a 3 ans justement un maître percussionniste guinéen qui s'appelle Mamadi Keita. Et grâce à lui, on a pu nouer des contacts assez privilégiés avec le ministère de la Culture guinéen. Et on a organisé en collaboration avec le Ballet national Joliba, qui est le Ballet national de Guinée, notre premier stage à Conakry, donc danse et percussion. Et c'est au cours de ce stage-là qu'on a pu ramener une série d'instruments typiques qui sont utilisés lors de l'enseignement des cours, à savoir le djembé, qui est le tambour guinéen, et... Oui, alors vous me parlez des djembés, justement, je crois qu'à l'écran, en ce moment, on voit quelques-uns des instruments et leur utilisation au cours de Répercussion. Ici, on voit Mamadi Keita, donc, qui est devant un dodumba, qui est un tambour basse, et Mamadi Keita, donc, qui est le professeur guinéen de l'école. Alors on va rester dans l'ambiance de tous ces instruments puisque nous allons retrouver maintenant 5 charmantes demoiselles qui sont sur notre plateau également, qui sont en fait des élèves de Répercussion et qui ont décidé de continuer sur la même cadence. C'est un groupe et il s'appelle Percutatou.
C'est super. Wow, vous avez vu ça? Voir Poney, le jeune Poney qui était là, c'était joli. Hein, ouais, c'était super. Tu as vu aussi ses élèves. Hein. Ouais. Donc, vous avez vu alors les premiers élèves de Mamadi Keïta en Belgique. C'est ça. Il a formé beaucoup d'élèves dans le monde entier, c'est ce qu'il faut se dire. Tout récemment, on a vu la suite au Japon. Ouais. On a vu des vidéos extraordinaires des joueurs de djembé au Japon. Mais là, maintenant, il faut savoir que Mamadi, il a formé beaucoup de gens. J'avais remarqué Véro qui était au Dounou. Ouais. Et Véro, c'est une des grandes artistes belges de percussion. Et puis, il y avait plein, on les avait vus, Nathalie. C'est vraiment chouette. Ouais. On les a tous reconnus. Ben, on m'a dit il a continué à former toute sa vie, il a formé les gens de telle sorte que il a continué toute sa vie, il a agrandi son école Tom Mandeng partout dans le monde. Voilà, c'est ça. Il a formé des gens, il a même donné des diplômes. C'était le premier professeur qui a donné des diplômes d'enseignement à ses élèves. Et pas que, c'est aussi le premier qui a réussi à transcrire la musique guinéenne, la musique traditionnelle guinéenne en solfège, un solfège que lui-même il a développé pour faire lire les percussions, pour simplifier, mais aussi pour éternaliser toute cette culture, toutes ces musiques et rythmes. Non, c'est pas allemand, non, c'est pas ça. Donc, issus maintenant de ces formations Tantan Mandingue, ils sont des professeurs extraordinaires. Il a pu former des professeurs, oui, qui ont été diplômés. Oui, qui ont été diplômés. Oui, mais surtout, il y a une sélection de ces professeurs, les meilleurs d'ailleurs, qui ont été appelés les Messenger of Tradition. Le Messenger of Tradition. J'ai voulu mélanger le français et l'anglais. Voilà, c'est Mamadi lui-même qui les a nommés cela parce que c'était quelques professeurs qui faisaient beaucoup confiance et qui étaient là et qui ont pu ses enseignements, sa pédagogie. Il les a formés de telle sorte qu'ils transmettaient maintenant la tradition. C'est pour ça qu'il les a dit les Messenger of the Tradition. C'est ça. Voilà. Donc on va voir les témoignages de certains de ces Messenger of Tradition maintenant. Je les ai gardés toutes ces années. Tu nous l'envoies? Oh là là, ça me... C'est beau. C'est incroyable. Voilà. C'est beau, c'était là, on était dans l'école. C'est là que je vous Alors ai tous moi, rencontrés. je me souviens de ça, ça me rappelle un truc, mais vraiment, c'était, il y avait des publicités comme ça, quand on venait de faire le stage avec Mamadi, notre premier stage, après on était retourné en France, mais on pensait djembé, on pensait Mamadi, on pensait Bruxelles, enfin voilà, on était à l'UNIF, mais on n'avait que ça en tête. Et on recevait les publicités et on connaissait, il y avait toute la grille avec les différents cours et on les connaissait par cœur. Et tous les jours, on disait... Oh, ça y est, il est 18h30, c'est les débutants 1 qui commencent. Oh, ça dépend, c'est quel jour. On était branchés. Nous, on est arrivés dans les moyens. Dire qu'on n'y est pas, dire qu'eux, ils ont des cours comme ça. C'était quelle année ça? Et puis un an après... 97. Vous avez connu sûrement, tu te souviens, quand on faisait la pyramide? Ouais, c'était génial. Ça, c'était les mardis, non? C'était les mardis dans l'autre salle. Ouais, à la salle humaine. C'est chouette, ça aussi. On descendait avec les doudes, les choses. C'était génial. C'était gratuit. Hein. Ça nous a formés. C'était gratuit. Ouais. Et moi, ce que j'appréciais beaucoup avec Mamadi, c'était qu'il n'y avait aucun stress. Et qu'il avait vraiment ce don de nous calmer. Et de vraiment de pas faire monter la pression, quoi. Il acceptait chacun avec ses qualités, avec ses défauts,
Et il avait toujours cette faculté vraiment de te pousser vers le haut, sans aucun jugement sur ta manière de jouer, ou tu vois. Et ça c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que moi j'ai commencé. Il donnait confiance, Oui, moi j'avais confiance avec lui. Parce que moi je commençais après vous, et je me rappelle quand j'ai fait le spectacle, il m'avait déjà mis dans le groupe intensif avancé. Et puis il me demande de faire un solo, et moi j'étais là toute timide. Toute timide. Et puis je me suis découvert avec Mamadi, il m'a aidé à sortir de mon petit coquillage, et c'était vraiment chouette. C'est ça. Et il était vraiment chouette pour ça. Et moi, tous les mardis, je l'accompagnais au djembé, au Doun. Au Doun, pendant presque 10 ans. Et ça t'a fait aussi sortir ta personnalité parce que ça t'a pas fait. T'étais quelqu'un de très timide. J'étais si timide. Je me souviens. Ouais, c'est ça. Oui. Non, après. Si, je me souviens bien quand tu t'es assis à côté de moi et que tu m'as regardé. Il était à l'époque, il était homosexuel. Oui, il me dévisageait des pieds à la tête. Il est devenu hétéro. Semi-pro, c'était le cours le niveau le plus haut dans sa grille horaire. Ah, non, il y avait le cours intensif encore. Nous, on était en intensif. En intensif, mais ça, c'était les cours l'après-midi. Ça, c'était les grands, la c'était cour des grands. La cour des C'était les grands. mardis après-midi. Et puis... 14-18, comme à la guerre. Ça, 14-18. Et puis, on a eu les stages intensifs, 10 heures. Oh, c'était chouette. Ah oui. Les stages pro, terrible, ça. avec des élèves allemands, les élèves français. Même des Américains qui venaient. Des Américains. Et des Japonais. Oui, c'est ça, on a eu des Japonais qui sont venus aussi. Et on avait 10 heures sur tout le week-end. Et alors, je me souviens, Olive, quand on devait faire les démos, on avait la tête comme ça. C'était dur, quoi. Tu sais, on faisait tous les dunumba, toutes les variations. On comprenait plus rien à la fin. Et à la fin, Mamadi disait « Bon, on va enregistrer, on va faire une petite démo. » Or, nous, on baissait tous la tête. Parce qu'on se disait « Oh non, pas moi, on n'en pouvait plus. Qui veut m'accompagner » Et lui, Olive « Moi, Mamadi !» Et puis il faisait « Ça va comment déjà ?» C'était quoi, Mamadi, le rythme? Et à la fin, quand tout le monde avait enregistré, il disait « Ah, j'ai quand même fait des progrès. » J'étais pas content. Ça, la déchirure. C'était comme on s'est senti un peu même si moi je suivais par exemple plus de cours, mais c'était comme s'il nous abandonnait, enfin on se sentait un peu abandonné en fait. Il est parti du jour au lendemain et en fait c'est lui qui fédérait tout le monde ici et à partir de ce moment-là ça a quand même splitté. Ça a quand même splitté l'ambiance. Et l'enthousiasme aussi, je trouve, à partir de là. Moi je me souviens au début je donnais cours les 10 premières années, il y avait vraiment un enthousiasme de la part des élèves, sans doute du fait que Mamadi était en Belgique, qu'il donnait des représentations assez régulièrement, et je pense qu'à partir du moment où il est parti, moi j'ai senti vraiment une baisse d'énergie. On peut rencontrer demain quelqu'un qui vient d'Australie, qui aura suivi le cursus de Mamadi. Eh ben, on va avoir le même langage au djembé à travers et les mêmes Mamadi techniques à enseigner, c'est-à-dire entre autres les solos originaux, c'est lui, c'est vraiment son concept à lui. Ceux qui ont joué avec Mamadi, on se reconnaît quand même si on se connaît pas, si on se rencontre, on va se reconnaître parce que il a laissé, ça c'est indélébile, et c'est pour ça que dans Messenger of Tradition, on avait réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire passer aux gens qui représentent Mamadi dans le djembé et dans nos vécus à tous. C'est les solos, voilà, les 12 solos originaux. Et c'est ça, quand il est parti, en fait, c'est un peu ça qui a disparu. Je me souviendrai toujours, c'est resté vraiment gravé. On avait tous les villageois de Balanougou et des environs, ils étaient à peu près 4-5 000. Ils avaient formé des cercles concentriques tout autour de nous. Il y avait au moins, je ne sais plus, 7-8 cercles concentriques. Et pendant qu'on jouait, en fait, ces cercles tournaient autour de nous. Et j'en ai la chair de poule chaque fois que j'en parle. Et il y avait une poussière. Et c'était la fin du jour. Par cérémonie, on a vu des masques qui sortaient plus, des masques très très rares dans le mandingue. Et comme dit Ariane, le dernier jour à Balandougou, il y avait tellement de monde que Mamadi nous a réunis après ce fameux concert et il nous a dit « il faut qu'on joue une deuxième fois ». Et le mémorial... moi, ça va aussi me permettre de peut-être exprimer aussi, on va être ensemble. Donc ça, c'est... Mais venez nombreux pour rendre hommage à Mamadi. Voilà. Venez avec nous, venez voyager, venez à l'heure. Mamadi était toujours à l'heure. Oui, ça c'est vrai. Et il va y avoir une cérémonie d'ouverture qui va avoir lieu à 13h. Elle est très importante parce qu'il va y avoir des témoignages sur Mamadi, etc.
Et ça, c'est super important. C'est aussi important que la musique, je trouve, d'entendre ce que des personnes importantes autour de lui ont pu vivre. Donc, moi, je vous invite à venir vraiment à réserver vos places et à être là à 13h. Et on vous a préparé quelque chose de formidable et j'espère que vous allez tous apprécier. Oui, moi je dirais aussi, venez faire partie de la grande famille et venez nombreux supporter cette belle journée. Ouais, moi je dirais, voilà, venez, tous ceux qui ont connu Mamadi et qui ont de près ou de loin connu Mamadi, dans les cours il y a 30 ans même, revenez, vous allez reconnecter tout de suite avec l'ambiance, avec l'esprit qu'il créait autour du djembé. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas du tout Mamadi, venez parce que quand vous sortirez de là, eh ben, vous aurez compris qui était Mamadi. Très profiter de l'ambiance et aussi penser à tous ces élèves et tous ces profs qui ont connu Mamadi. Et justement, comme Laura a dit, ceux qui n'ont pas connu Mamadi, c'est vraiment l'occasion de venir et voir ce qu'on peut faire avec les rythmes qu'il nous a enseignés. Et aussi profiter des autres musiciens, parce qu'il y en a plein de choses qui vont se passer pendant la soirée et la journée. Venez à 13h et profitez de toute la soirée aussi, jusqu'au bout. Ah oui, vous avez vu, on a remarqué le grand Alex. Alex, et il y avait voilà, Olivier. Olivier, ouais, mais il fait toujours rire. Hein. Il a beaucoup fait rire, Mamadi. Et on a vu aussi les sœurs Finet et Muriel Piaté, Anna, et puis Ariane. Vraiment, c'était vraiment chouette. Et leur chien aussi qui était là, c'est beau. Et vraiment, c'est merveilleux, Oui. Alors, voilà. Donc, nous avons invité Mamadi Keïta pour un projet que nous avons appelé Kora Strings. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles de ça? Kora Strings. C'était assez dur dans l'enregistrement pour des raisons techniques. Je ne développe pas plus que ça. Oui. D'ailleurs, on profite de l'occasion pour remercier Didier Melon, le grand Didier Melon, un des journalistes qui a beaucoup fait pour la culture du monde en Belgique. Ouais. Et il a beaucoup cru en nous et il nous a offert le studio pendant 2 semaines et nous avons pu enregistrer cet album Kora Strings. On va vous mettre le lien en dessous. Oui, au fait. Et on a eu des invités tels que Mamadi Keïta qui a fait un morceau qu'on va vous présenter tout à l'heure. En fait, bon, ce que Sandra disait, c'était super bien. Didier nous avait proposé d'enregistrer dans les locaux de RTBF, la télévision nationale de la Belgique francophone. Et elle a donné quelques jours d'enregistrement pour faire un album. Nous avons réalisé un projet afro-classique avec des violons, violoncelles. Et c'est un projet merveilleux qui a été exécuté par 40 musiciens et on a eu l'opportunité d'occuper durant 5 jours, ou bien 1 semaine même, le studio de RTBF par le biais de Didier Melon et le Monde est un village, son émission. C'est ça. On a enregistré et on a composé un morceau sur Mamadi, ça c'est vraiment chouette. Tu as une petite anecdote quand même. Voilà, c'est ça. L'anecdote est que Mamadi est venu, on l'a invité, il a joué sur l'album, il a fait une belle introduction de morceaux qui était super bien fait. Et puis on a enregistré et il est parti au Mexique. Quelques années après, quand il est passé, l'année qui a suivi, il est venu, je lui ai donné la copie de l'album. Il a mis ça dans sa poche, il est parti. Et arrivé là-bas, il avait tout digitalisé, il l'a mis dans un écouteur en courant, en faisant du sport avec. Et à chaque fois, il écoutait toutes les musiques. Il a fait un mix de musique. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé?
il écoutait en courant dans son écouteur, il entendait Nassir Hamadi, il n'a jamais réalisé que c'est Nassir Hamadi, lui, et je citais ses enfants, lui, Balandougou et autres. Mais il a dit, mais il a entendu Balandougou, il a dit, mais quelqu'un qui chante Balandougou, et puis il entend Nassir Hamadi, et c'est moi. Il a écouté, il s'est rendu compte 2 ans après que le morceau était à lui. Et arrivé, après avoir couru, il m'a téléphoné de la nuit, en pleine nuit, parce que c'est pas les horreurs. Depuis le Mexique. Voilà, depuis le Mexique. Il dit, Fally, mais c'est pas possible, mais tu m'as chanté. J'ai dit, ben Mamadi, c'est maintenant que tu as réalisé ça. Il m'a expliqué comment il a pu réaliser. J'ai dit, ben, c'est fait pour toi, mais c'est pas fait pour de l'argent ni rien. Voilà, et je l'ai fait parce que je t'apprécie. Alors, on va vous laisser écouter ça. Et c'est Muriel qui exécute en live la partie djembé et balafon. Non. La partie djembé, oui, parce que Mamadi ne joue pas balafon, il joue djembé. Donc, on va interpréter ça. Vous allez voir, il y avait une vingtaine de violons, des violoncelles et surtout des gospel singers. Et là, on était contents. Voilà, et vous allez écouter. Allez, on y va, on va les faire écouter. Je vais m'arrêter maintenant, je parle trop. Tu parles trop. Oui, voilà. On va entendre maintenant Djigui. Djembé la main.
kuse tɔgɔ di fɔlɔ dɔrɔn ala ni ala ala ni tumani keta nunu soma kɛrɛbali soma mane soma fɔlɔ ni mane soma laban ala ni ala ni balanu mɔbali la dubabu mina di ma mamadi kɛsale anama yeah. Qui kɛra mɔgɔ dɔ di san nasirama di dɛ qui kɛra mɔgɔ ba di balandu ala fɔ kɛ na tɛrɛfɔla ɲɛna lolo fɛkɛ bɛ fɔla tɛna kɛ fɛn di mamadi kɛntale i bɔrɔ bɛ kɛ wuyadi tɛrɛfɔla ɲɛna lolo fɛkɛ bɛ fɔla tɛna kɛ fɛn di mamadi kɛntale i bɔrɔ bɛ kɛ wuyadi balanu mamala nɔ i fɛ mamadi kɛmɛ fɔla sabara Muriel Kouyaté au Djembé. Mamadi Djembé Fola. C'est ça. Alors. Maintenant, on a quelque chose d'assez spécial pour vous parce que Mfali a réussi. Il a fait beaucoup de conversations avec son prince. Mais ce jour-là, il a réussi à filmer Mamadi qui parlait de... Oui, en fait, on est allé lui rendre visite quand il est venu lors de ses passages, un de ses passages à Bruxelles, quand il a quitté le Mexique pour venir, parce qu'il venait tout le temps. Et nous sommes allés là-bas pour lui rendre une petite visite. Et j'en ai profité pour lui poser certaines questions en ce qui concerne ses débuts dans le ballet, comment le ballet Djoliba ont commencé, parce qu'il a été dans le ballet avec ma grande sœur Bassira et son mari Sorikandia Kouyaté. Et cela était très très important pour nous et pour moi de lui poser la question pour qu'il puisse nous parler. Mais ce qu'il a dit pour le départ du ballet, Sékou Touré, Henri Belafonte, car ça, vous allez écouter vous-même et vous allez vous rendre compte combien de fois de passage Sékou Touré était quelqu'un qui aimait beaucoup cette culture. Ouais. Donc, et Mamadi a expliqué des choses et ça m'a ému ce qu'il a dit. Donc, on vous laisse écouter. Voilà. Quand tu dis Bruxelles K. Voilà, Bruxelles K. Bruxelles K, Belgique K, Paris K, Londres K. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça veut dire Mandinka. Alors nous, puisqu'on parle vite, on dit Mandinka. Moi, quand je vais au Sénégal, la partie de Tambacounda, je parle malinké. Et puis, on comprend. Il y a une autre aussi au Burkina Faso, c'est-à-dire que le nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la région de Korogo. Korogo, c'est des Sénifaux qui sont là. Mais les Sénifaux, là, ils parlent Djoula, ils parlent malinké. Dans mes recherches, ils croyaient aussi que quand tu montes au sud, au nord, complètement le nord, tu sais, il y a des Bassaris. Tu vois, il y a 3 ethnies là. Vers le Koundara. Oui, ils ne parlent pas la même langue. 3. Il y a Bassari, il y a Kounyagi et il y a Badjaranké. Ça, c'est les 3. Mais quand tu les vois ensemble, tu ne peux pas savoir qui est qui. Ce sont des choses qui disparaissent en Guinée, malheureusement, pour l'instant. Oui. Mais tu sais, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui suivent la trace traditionnelle pour transmettre au futur.
C'est ça qui est le problème. C'est pourquoi le modernisme est en train de piétiner la tradition en Guinée. C'est ça qui est dommage, c'est vraiment dommage. Il y a des rythmes qui accompagnaient ces fêtes. Djagbe, on le joue, surtout Djagbe est joué la fin de la journée de la fête de Ramadan et la fête de Tabaski. À partir de 4h, 5h comme ça, après, on commence le Djagbe. Le Djagbe, c'est un grand cercle. Voilà. Ça, c'est Djagbe. Ça, c'est ce jeu. La culture a fait beaucoup de choses en Guinée pour l'évolution de la Guinée, même pour l'économie de la Guinée. Les ballets africains et les ballets Joliba. Tout le monde est content aujourd'hui qu'on a la télévision. Tu sais qui c'est qui a amené la télévision? C'est le ballet national Joliba. La télévision nationale RTG. La télévision RTG, c'est pas n'importe, pas un ministre qui l'a amené, c'est pas qui que ce soit, pas le président qui l'a amené, c'est nous, le ballet national Joliba. On a été invité au premier anniversaire de prise de pouvoir de Kadhafi. Donc le ballet, il était à la disposition des militaires. Donc on jouait dans tous les camps importants à Tripoli, mais on est allé jusqu'à Benghazi. Parce qu'il y avait des généraux qui étaient là. Tous ces camps-là, on a joué. Parfois on jouait trois spectacles par jour. Donc Kadhafi, il était tellement content, il dit qu'est-ce que je peux faire pour ces artistes. Non seulement il nous a donné l'argent, mais il a réfléchi, il a demandé à notre chef de délégation. Il dit est-ce que vous avez la télévision en Guinée? Elle a dit non, on n'a pas la télévision. Il dit je vous offre la télé. On a travaillé comme les fous. C'est pourquoi quand je vois les ballets africains aujourd'hui, le ballet Joliba aujourd'hui, quand je vois l'ensemble instrumental aujourd'hui, quand je vois Bala et se balader, quand je regarde Bembea Jazz, quand je regarde Keletigi et c'est abonné, quand je regarde le Boiro Band, quand je regarde Orea Band, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Pourquoi ces nationaux ils sont tombés? Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas grande chose, mais Sékou Touré nous a donné sérieusement du respect. Il nous a donné du respect. Tu sais, chaque président, il a son côté négatif et il a côté positif. Et Sékou Touré a ouvert culturellement la Guinée au monde. Au monde. Parce que j'étais là au début, en 1964. Jusqu'en 1984, quand il est décédé. Alors moi, ça me dégoûte tout ça. C'est grave. Et je te dis une chose, la Guinée, je te le jure, la Guinée était fort en culture. Même jusqu'à présent, on est très fort. Parce que la Guinée a été expert. Ils sont allés en Tanzanie pour monter le ballet national du Tanzanie. Ils ont été je ne sais pas, dans quel pays encore. Ils ont été dans 3-4 pays de l'Afrique de l'Est pour aller monter les ballets nationaux. La Guinée, c'était l'étoile, le grand étoile de l'Afrique par rapport à la culture. En 1969, on a eu le Grand Prix du festival, de festival panafricain qui s'est passé à Alger. C'était la première fois depuis que l'Afrique existe. La Guinée a eu le Grand Prix. J'étais là. Wow. Et avant ça, en 67, la Guinée a eu le Grand Prix aussi au Festival international de folklore à Agrigento. C'est en Italie. C'est le premier festival qu'on a en 1967 et en 1969. La Guinée, c'était
La Guinée, c'était tout le monde prenait l'exemple sur la Guinée, la culture guinéenne. Il y a beaucoup d'artistes qui pleurent aujourd'hui. Il ne faut pas laisser les artistes tels qu'ils sont. Il faut les laisser, il faut les aider. On doit aider tout le monde en Guinée. Tous. Les théâtres, les gens qui font du théâtre, les gens qui font la comédie et tout ça là. Tout ce qui est art. Parce que je parle de art parce que je suis artiste. Ouais. Il faut les aider. Pour reconnaître la Guinée, c'est les ballets. Les ballets africains, les ballets Joliba, l'ensemble instrumental et les orchestres nationaux. Ce sont eux qui sont... Nous, on est allés en 1967 à Agrigento. Il y avait des gens qui n'ont jamais vu un noir. C'est-à-dire quand on sortait, si une personne sortait sa tête à la fenêtre de son hôtel, 5 minutes, tu peux compter 100 personnes qui est là, qui regardent cette tête noire. Je te le jure. Wow. Incroyable. Et quand on jouait, puisqu'on chauffait les djembés à l'époque, ils viennent prendre les cendres. Ils prenaient les cendres où on a chauffé les djembés. Et ils se mettaient sur eux. Ah, avant, vous chauffez les djembés avec le feu? Oui, on chauffait le djembé. Wow. Ah oui. On chauffait tu chauffais le djembé, tu le joues 5 minutes, après il descend. Mais maintenant, on a modernisé tout ça. Et ça, ces modernisations-là, c'est Famoudou et moi qui a rentré ça en Guinée. Mettre le fer, 2 fers, un dans la peau, un sur la peau. Avant, on piquait c'est-à-dire on mettait les trous, on cousait la peau. Donc, il n'y avait pas de garantie, quoi. On tressait la peau de l'antilope ou la peau de vache, et quand tu tires un peu, ça casse. Et nous, quand on est allé aux États-Unis en 1971, on a vu ces cordes-là, mais tu le voyais qu'avec les militaires. Et on a dit, mais ça, c'est beau, ça. Et ils nous ont aidés, nous, les percussionnistes de Joliba, à l'époque, on a acheté. Mais puisqu'on cousait les peaux, dès qu'on tire, le peau se déchire. Et après, en 1977, après le festival, on a vu les Sierra-Léonais, leur djembé était fait, ils mettaient fer dans la peau et sur la peau, ils tirent. Mais si tu voyais, c'était pas bon, quoi. Mais ils ne chauffaient pas leur djembé. Et Famoudou et moi, on avait dit, attends, il faut qu'on fasse ça. On a commencé par le fil de fer. Mais les fils de fer, tu sais, ça peut tordre, tu vois. Et après, c'est-à-dire qu'on a modernisé, jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, tout le monde fait comme aujourd'hui. Tu tires le djembé, tu n'as plus besoin de chauffage. Nous, on est allé au festival de 1969 à Alger. On a chauffé les djembés dans les toilettes. Parce que les djembés, il faut les chauffer. Mais c'est Sano, Mohamed Kemoro Sano. Ah, Sano, oui. C'est lui qui nous a aidés. Il dit, hé les gars, venez. On vient dans la toilette et puis on chauffait le djembé pour sortir sur scène. Au Palais du Peuple, il y avait des chauffages qui chauffaient le djembé. Mais là, on n'était pas au Palais du Peuple. On était en Algérie. Wow. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées comme ça. Mais on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé. Ouais. Mais c'est dommage. J'ai entendu parler que le ministre, maintenant, ils vont reprendre les artistes encore pour être fonctionnaires. Ah ouais. Oui, j'ai appris. C'est vrai, c'est faux, je ne sais pas. Parce que dire et faire, c'est différent. Donc, s'il le fait, c'est extraordinaire, ça serait bien. Parce que ça va aider les artistes. Parce que les artistes, ils meurent, je te le jure, comme des poulets malades. C'est grave pour la Guinée. Grave. Surtout pour la Guinée, la République de Guinée, qui a été le porte-flambeau de la culture africaine. De la culture africaine. Il n'y en a pas un pays où on n'a pas fait le spectacle. On a fait connaître la Guinée. Vraiment.
C'est vrai. Nous, notre première tournée qu'on a fait 2 ans de tournée sans rentrer en Guinée. On a quitté à Conakry en 66. 66, on a quitté, on est rentré qu'en 68. On a fait tous les pays européens. Il y a des pays en ce moment, quand tu dis la Guinée, il dit, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est le nom d'un objet ou je ne sais pas quoi. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Et nous, on a dit, nous, on vient de la Guinée, la République de Guinée. Mais il faut faire attention. Il y a Guinée-Bissau, il y a Guinée équatoriale, il y a Guinée, Nouvelle-Guinée, il y a tout ça. Mais nous, on vient de la République de Guinée, dont la capitale, c'est Conakry. Ils doivent aller sur la carte pour voir. Mais c'est grâce aux ballets, surtout les 2 ballets nationaux là. Ils ne doivent pas laisser tomber ces ballets-là. C'est historique. Les ballets africains et le ballet national Djoliba. Je te le jure. Wow. On a trop travaillé pour la Guinée. 64, c'est l'année où moi je suis venu, où on m'a recruté. On nous a menés tous à Kassa. Et c'est à Kassa que le Djoliba a été créé. Le Djoliba n'est pas créé à mon absence. Hein. J'étais là. On a dit, mais on va donner ce ballet, le nom de ce ballet. À quoi? Qu'est-ce qui est bien? Les gens sont réfléchis. Il y en a qui ont dit un peu partout, ce nom c'est bon, ce nom c'est bon. Alors, je ne sais plus c'est lui qui a dit, mais il y a quelqu'un qui a dit, mais si on donnait le nom du fleuve Djoliba, ils se sont dit, ça c'est un bon nom, quoi. Parce que le fleuve Niger, ça traverse l'Afrique. Hein. Il a passé dans beaucoup de pays. Hein. Donc, on a donné le nom de ballet national Djoliba. Parce qu'ils ont recruté dans toutes les régions. Hein. Tout. Et le regroupement se faisait comment? Le recrutement, il y avait des commissions. Mais à l'époque là, le Djoliba n'était pas pour la Guinée. Le Djoliba, c'était pour Henri Belafonte. Il y avait un ballet avant qu'on appelle second ballet. Et Henri Belafonte a invité second ballet aux États-Unis. Donc, après le festival, le quinzaine artistique, ils ont cassé ce ballet-là. Alors, ils ont créé le ballet national Djoliba. Parce qu'on avait les artistes des second ballets dans Djoliba. Par exemple, comme Koungouanan Kondé, il était de Fatou Dabo, il était dans second ballet. On avait certains artistes qui venaient. Abdoulaye Ndiaye, il est paix à son âme, il était dans le second ballet. Et second ballet est différent de ballets africains? C'est différent. Ah ouais. Complètement. Ballets africains, c'est-à-dire que ce n'était pas pour la Guinée seulement. Les ballets africains, c'est-à-dire, on dit ballet africain, c'est-à-dire il y avait des gens un peu partout de l'Afrique qui faisaient partie de ballets africains. Et d'après, quand Fodeba nous a parlé de ça, le ballet, c'est à lui. Fodeba Keita? Oui. On disait les ballets africains de Fodeba Keita. Tu vois? On ne disait pas le ballet africain de la République de Guinée. Et après, savoir discuter, après l'indépendance, et Fodeba et Sékou Touré, paix à son âme, c'était des grands amis ensemble. Parce que Sékou Touré, il aimait beaucoup l'art, surtout art sur scène et tout ça, des comédies. Donc, il a dit, Sékou Touré, dis donc, il faut que tu nationalises ton ballet. On va l'amener en Guinée, qu'il soit un ballet guinéen. Tu vois? Alors, Fodeba, il a dit, ce n'est pas que les artistes guinéens qui sont dans les ballets africains. Il dit, les gens viennent de partout. Il dit, il faut que je les réunisse pour les demander qui veut me suivre pour venir en Guinée. Il a demandé, il a réuni ses artistes. Je dormais ailleurs, mais tous mes affaires, tout était chez Fodeba. Hein. Okay. Alors il m'a dit,
après, j'ai répondu au président Sékou Touré. J'ai dit que j'ai demandé les artistes. Il y en a qui ont dit, nous on vient. Il y en a qui ont dit, nous on ne vient pas. Par exemple, Lai Kamara, il est mort. Hein. Il était à New York. C'est un des premiers percussionnistes de Fodeba. Et puis Tribri Siaka. Tribri Siaka, lui aussi, c'est un des premiers percussionnistes de Djembe Fola de Fodeba. Et puis, il y a eu Dougoufana. Il y a plein de têtes. Et puis, Italo Jambo. Italo était dedans. Et puis, il y a d'autres personnes. Alors, là, il a dit, moi, je ne rentre pas. Je reste au Sénégal. Il est resté au Sénégal. Après ça, Fodeba a dit à Sékou Touré, paix à son âme, il y en a qui sont partis, mais on doit faire le nouveau recrutement en Guinée pour compléter le ballet. C'est ce recrutement qu'ils ont fait. Et après, on a dit, maintenant, tu changes le nom. Les ballets africains de la République de Guinée. C'est là. Et Bakary Sissoko était... Bakary Sissoko, il était dans quoi? Il était dans les ballets africains. Oui, il était dans les ballets africains. C'est un des meilleurs joueurs de Kora. Il était fantastique. Ouais. Fantastique. Donc il y a eu ce truc-là. Et depuis là, les ballets ils ont commencé à tourner. Les ballets africains ont tourné. Ils ont fait des tours du monde, du succès comme du succès. Ils ont fait un succès phénoménal dans les tournées. Voilà. Donc Henri Belafonte. Et après ça, quand Henri Belafonte passait, il était très d'accord avec Sékou Touré. Très, très, très ami. Lui, il a dit à Sékou Touré, il a dit je veux un ballet. Mais un ballet à moi qui va rester à New York. Je veux un ballet. Sékou Touré, il a dit, il n'y a pas de problème. Tout le monde connaissait Sékou Touré. Il est tellement, à l'extérieur, il est tellement génial, des trucs comme ça, des négociations comme ça. Là. Il a dit, ben, écoute, il y a le festival qui va arriver là, en 1964. Et ce festival, tu vas venir au festival, eh bien, on va faire le recrutement pour toi. Et c'est ce recrutement-là qu'ils ont fait. Ils ont pris des gens à Syrie, ils ont pris en Corée, ils ont pris partout. On est à peu près 500 personnes. Hein. Ils nous ont amenés à Kassa. Donc, quand ils nous amenés à Kassa, ce n'était pas les Guinéens qui nous entraînaient. C'était l'équipe de Henri Belafonte, des Noirs américains, qui nous entraînaient. Mais un jour, on a vu que les Américains, là, ils sont en train de plier leurs bagages et puis ils sont partis au port pour aller à Conakry. Mais ils n'ont dit à personne pourquoi. Jusqu'à présent, aucun artiste de ballet Djoliba de 64 qui peut te dire c'est pour ça qu'ils sont partis. Avec Henri Belafonte. Tout. Et je crois que l'amitié d'Henri Belafonte, ça s'est un peu dégradé. Avec Sékou Touré. Oui. Alors Sékou Touré a dit, à partir de là, Sékou Touré a dit c'est mon ballet. Les ballets africains, c'était pas c'était privé. C'était pas seulement pour la Guinée, mais c'était pour le patron, c'est guinéen. Mais après, ils ont fait le changement et ils disent ce ballet-là, c'est à moi. En 65, quand on a fini de créer le ballet, le nombre de personnes est venu à 45 personnes. Au lieu de 500, tout réduit, enlevé. Après la sélection, 45 personnes. Wow. Et ces 45 personnes-là, quand on a quitté à Kassa pour venir, Sékou Touré a monté la scène à Sékou Touré. Ah ouais. C'est là où on répétait. On avait des chorégraphies dans le ballet Djoliba, c'est Sékou Touré qui a mis. Il monte sur scène, hein. Il nous répète avec les directeurs techniques qui étaient là, il nous répète. Il dit non, quand le directeur fait quelque chose, il dit non, moi je crois qu'il faut faire. Il monte sur scène.
Il dit, toi, tu te mets là, comme ça, et arrangé. Il y a des chorégraphies que Sékou Touré il a mis dans le ballet Djoliba. Donc le Djoliba est devenu son ballet. Donc les deux ballets c'était le poumon de la culture guinéenne. Ballet africain, ballet Djoliba. Ils ont travaillé pour la Guinée. Ils doivent, je te le jure, que ces gens, ils doivent réfléchir. 50 ans passés, ou 55 ans, ou 60 ans passés, quoi. C'est que les artistes, là, ils ont fait. Jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, ils continuent. Oui. Malgré tout, les ballets africains, ils répètent. Le ballet Djoliba, ils répètent. L'ensemble, je ne sais pas s'ils répètent, parce que ça fait longtemps que je les vois, mais je crois qu'ils répètent aussi. L'année en 2017, j'ai été en Guinée pour mettre Mandeng Tarikou Show. Voilà. J'ai travaillé avec l'ensemble instrumental, avec Tantika de Diawara, qui était là encore avec ses 85 ans et plus. Et je l'ai fait monter sur scène. J'étais vraiment heureux de pouvoir faire ça avec. Et ils sont là encore. Les Makas étaient là. Les Nilon, ils sont tous là encore. Je connais tous ces gens. Quand on a arrêté, comment ça s'appelle, Fodeba, nous on n'était pas là. On était en tournée en l'Afrique de l'Est. On était parti Éthiopie, Égypte, et puis Tanzanie, Zanzibar, et Zambie, tout ça là. On a fait tous ces tournées-là. Et nous, quand on vient, dès qu'on est arrivé, on a posé bagages. Moi, mes bagages, je l'ai amené chez le grand frère Fodeba Keita. Et sa femme, il a commencé à pleurer. Parce qu'il sait que je ne savais pas qu'il est arrêté. Il m'a dit, ton frère, il est arrêté. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre lui et son ami. Voilà. Ben, merci Mamadi Keita. Il n'y a pas de problème. Si on doit le dire, on doit le dire pendant une semaine. Hein, parce que c'est toute une histoire. Hein. On reviendra parce que tu as une mémoire vivante pour la Guinée. Parce que ce que tu as dit là, il y a très peu qui connaissent ça. Non. Et ceux qui connaissent n'ont pas peut-être l'occasion de le dire. De le dire. C'est rare que j'en parle parce que c'est-à-dire donner, on dit ça chez nous, ko sanindi mogo ma men kalon. Oui. Mais ni ka sanindi men ma lon na konko ko sulale kanadoma. Donc c'est-à-dire que je te parle parce que ton père, il a été aussi un des grands dans l'histoire de la Guinée. Konkoba Kabine. Tout le monde connaît le Mandeng. Le Mandeng le connaît. Konkoba Kabine. Donc, celui-là, il m'a pris comme son fils. Il m'a beaucoup aimé. Donc, ça, c'est ce qui est important. Je m'adresse aux journalistes. Vous devrez complètement faire face aux artistes, mais les vieux artistes. Les vieux artistes qui ont donné la valeur après l'indépendance, qui ont donné la valeur, qui ont donné leur sueur, qui ont donné leur âme, qui ont donné leur cœur après l'indépendance de la Guinée. Ces artistes, il y en a qui sont là, ils ne sont pas morts. Et il faut interviewer ces gens-là, qui vous racontent qu'est-ce qu'eux, ils ont fait pour la Guinée et qu'est-ce que la Guinée a fait pour eux. C'est très important. Quand les jeunes écoutent ça, ça leur donne quelque chose. Je ne suis pas contre les rappeurs ou des, je sais pas, de quoi. Des reggae-man, machin. Des reggae, de quoi. Je ne suis pas contre. Hein. Je l'écoute tous les jours. Mais ce qui est important, les journalistes, vous allez avec eux, les modernes, plus que les vieux. Et ça, c'est très mauvais, ça. Parce que si vous ne partez pas interviewer les gens chez eux, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous le dire. Chez nous, en Guinée, si tu veux savoir le secret d'un vieux, tu prends les 10 noix de cola, tu viens tout assez, tu lui dis, raconte-moi cette histoire. Les journalistes, c'est ce que vous devrez faire. C'est pas de
de la musique Nyoko Nyaka, qu'il faut aller derrière, tout ça. On sait qu'ils sont bien, ils sont super. Je suis content, je suis vraiment content de leur travail, ce qu'ils font. Mais eux, il y en a qui ont fait avant qu'eux ils soient nés. Il faut aller les voir, parler avec eux, qui vous racontent ce qui s'est passé après l'indépendance de la Guinée. Parce qu'il y a eu des artistes qui sont passés, il y en a qui sont là encore. Avant que Dieu leur prenne, avant que ça soit trop tard, il fallait les demander. En les demandant, peut-être vous allez vous informer vous aussi. Ok, donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Et merci vous qui m'écoutez. Merci beaucoup. Voilà, et Keita, merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Oui, c'est émouvant. Donc, les jeunes journalistes, vous avez entendu qu'il faut pas se prosterner, mais il faut côtoyer les grandes personnalités pendant qu'ils sont là encore. Il y a Sekou Bembea qui est là, il y a M. Célestin de Ballet Joliba, il y a d'autres qui sont là. Allez-y, les poser des questions pour qu'ils puissent ouvrir leur sac à connaissance pour la prospérité. Il y en a d'autres aussi, il y a Jano Williams, il y a Istokera, il y a pas mal de témoins de toutes ces époques-là qui peuvent vraiment nous enseigner, nous témoigner beaucoup de choses et qui peuvent nous apprendre. Et le plus souvent, les gens disent en Guinée que la musique est métamorphosée, la musique a changé d'origine. Oui, parce qu'il faut comprendre que les jeunes musiciens ont envie de faire de la musique, qu'on veuille ou pas, mais ils ont besoin de repères. S'ils n'ont pas de repères, ils vont aller chercher ailleurs. Donc les anciens, ouvrez vos bouches, parlez de ce qui s'est passé, parce que les jeunes, ils sont curieux de comprendre, de connaître. Si vous parlez, ils vont se servir de cela pour faire de la musique. Et de passage, je remercie beaucoup. Sans politique, ce que je vois, c'est ce que je dis. Cette fois-ci, les gens ont vu, personne n'a été forcé, personne n'a été martyrisé et autres. De Tabaski est devenu une fête traditionnelle dans toutes les villes. Chacun a couru vers sa culture pour mettre en forme, mettre en place. Ça, c'est beau. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on dit. Bravo ceux qui sont au pouvoir culturel pour l'instant. Je veux dire le ministre et son équipe et monsieur, leur grand chef, le président. Voilà, ils ont rendu possible que les gens reviennent vers la culture. Quand on voit Tabaski, on voit Yankadi qui se danse, même des jeunes qui ne sont même pas très conscients, 4, 5, 6 ans. J'ai vu un jeune de 6 ou 7 ans qui dansait merveilleusement, Guinéfaré. Et l'effet que ça a, ici en Angleterre, nous avons rencontré des gens, des Guinéens, qui maintenant on dit que non, l'année prochaine il faut que je sois là, il faut que je danse la mamaya. Ah, vous avez vu les images, c'était trop beau. Donc voilà l'effet. La danse mamaya a provoqué la danse Guinéfaré, Yankadi, qu'on appelle ça, Djabé, vers Sigirine et autres. Et puis, il y a des danses, nous avons coucou. J'ai vu des danses coucou. Coucou de la forêt. Coucou, Nicaragua. J'ai vu plein de choses. Donc, il y a beaucoup de danses. Nous sommes riches. On en a tellement parlé. Mais je ne sais pas comment Moussa Moïse, ministre Moussa Moïse, quel a été son talisman pour amener naturellement le monde à se diriger vers la culture, vers la tradition. C'est vraiment joli. Bravo. Et de passage, il faut le dire. Parce que ce sont cette culture que Mamadi s'est battu pour démontrer notre culture partout dans le monde. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'il a travaillé avec les ballets Joliba. Et il a été sélectionné. Un jour viendra, on va faire un podcast aussi sur comment les artistes se faisaient repérer en Guinée. Ça veut dire que c'était une partie de la politique culturelle, l'industrie culturelle de la Guinée, les présélections, les sélections, les festivals quinzaines, le festival national qui se faisait en Guinée à l'époque. C'était vraiment intéressant. On en parlera. C'est comme ça que les Bambinos ont quitté la Guinée, Sigirine, pour venir dans le Bembea.
Mamadi Keïta s'est fait repérer comme ça, et plein d'autres. Et Tanti Jeanne Macaulay ont été de Casa ici parce qu'il y a eu une structure, il y avait un appareil politique et culturel que Sékou Touré avait réussi à mettre en place. Même toi, tu as été repéré. Ah ben oui, bien sûr. C'est pour ça que j'avais 12, 13, 14 ans. J'ai eu le diplôme de meilleur artiste de mon arrondissement à Matam. Donc, c'est une des choses qui te faisait qu'on était étudiant, qu'on était élève, qu'on était simple gars dans le quartier ou bien dans le coin le plus loin. Donc, on se faisait, chacun avait sa valeur dans la culture. Et c'est ce qui était bien. Mais il y a des anecdotes pour ça aussi. À l'occasion, on va le dire. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'ouvre la bouche pour parler, pour que les jeunes comprennent comment était la culture. C'est important. Merci beaucoup Moussa Moïse et son équipe de passage. Je pense que le retour à l'excellence, c'est quelque chose qui est très important. C'est très important d'être ambitieux, c'est très important aussi de viser loin et surtout d'aller en profondeur dans ces entreprises, dans la culture, dans la musique. Vraiment pas rester à la surface, mais vraiment creuser un peu plus loin. Voilà. Et donc maintenant, comme on a parlé de repérer les artistes, de présenter la culture guinéenne à l'étranger, tout ça, un projet qui représente toutes les régions de la Guinée, musicalement parlant, c'est le ballet Djoliba. Oui. Le ballet Djoliba qui a été... l'histoire est assez intéressante, mais avant ça, comme on est chez Mamadi Keïta aujourd'hui, Mamadi Keïta a dédié un rythme à ballet Djoliba qu'il a appelé Djoliba. Et pour cela, le ballet Djoliba nous a mis à disposition un film qu'on va vous montrer maintenant sur le rythme Djoliba. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci Ballet Djoliba, merci Mamadi. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui ont cru en nous. Et restons ensemble pour qu'on puisse parler à chaque fois que le podcast est là. C'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour échanger. Et on peut poser des questions et un peu écrire à nous pour les prochains, parce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, parce qu'on est occupé. Regardez ce qu'on a fait. C'est dans le bateau qu'on a préparé au podcast. Voilà, c'est ça. Donc on ne chôme pas, ça ne chôme pas du tout. Mais on se prépare petit à petit, mais on aime bien rester en contact avec vous pour que nous puissions échanger sur la culture. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Maintenant, pour la fin, pour vous dire au revoir et à la prochaine, j'aimerais partager avec vous
un petit medley de l'artiste Nufali Kouyaté et Dunia Khan. C'est moi. Ton projet, c'est lui. Hein. Oui, c'est moi. Lui. On parle de moi. Donc on va vous dire au revoir en musique. Vous allez voir quelques extraits de Nufali Kouyaté et Dunia Khan. Et après, on terminera avec un djembé Khan de Mamadi Keïta. À la prochaine. Ciao. Mes enfants le sont. Nana Maramanega, eh bien voilà, je ne dis pas la contre-vérité. Voilà mon prince, Mamadi Keïta. Nous nous sommes à Kawali, nous sommes à Fulani, nous sommes à là-bas. Amandé. Copier mon maman qui vient beau et ne le fasse la copier. Ni wara façon la copier. Ni wara façon la copier. Ana no façon la copier. Est-ce qu'on peut danser? Est-ce qu'on peut chanter? Ah, la fête commence. Alors on y va. La fête va commencer maintenant. Alors, la fête va commencer. Ah, regarde.